Ça va pas tellement long. Ça va. Vous êtes en direct, vous pouvez commencer. Alors, bienvenue à tous en cette belle journée printanière. Nous sommes mardi le 22 mars 2022 à 9 h. Donc, pour la réunion du comité plénier. Et avant de débuter, nous allons s'assurer d'avoir le quorum. Donc, je vais faire appel aux élus. Donc, M. Tsourunakis, il ne s'est pas joint à nous en ce moment. M. Bauve. Je suis présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. Et M. Campbell. Présent. Merci beaucoup. Donc, nous avons le quorum. Pour ouvrir la réunion, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Bauve, tous en faveur. Donc, nous procédons à l'ouverture de la réunion. Il est 9h02. L'item numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Je voulais rajouter les subventions dont je vous ai fait part et Mme Dussault vous a fait part. Si vous voulez le rajouter à l'item 6.4 de votre ordre du jour. J'ai besoin d'une proposition, proposer l'adoption de l'ordre du jour par M. Campbell et appuyé par M. Chamaillard avec le rajout des subventions. Merci beaucoup. L'item 3, ce sont les déclarations de conflit d'intérêts. Donc, je n'en vois aucune. L'item 4, c'est les présentations. Nous n'en avons pas. L'item 5, sujet des membres du conseil. Est-ce que vous aviez des sujets spécifiques que vous aimeriez apporter à ce moment-ci? Je n'en vois aucun. L'item numéro 6, c'est les sujets des chefs de service. À 6.1, nous avons les frais usagers pour les rampes à bateau en 2022. Donc, c'est un sujet qui est apporté par M. Samuel Cardarelli, le directeur des loisirs et du tourisme. Alors, je vais céder la parole à M. Cardarelli à ce moment-ci. Merci, Madame le maire. Bonjour, conseiller. Je vous apporte aujourd'hui notre proposition pour les nouveaux frais pour les rampes à bateau. On a regardé plusieurs municipalités dans les environs et aussi un peu du côté privé en même temps. Et on est venu à la conclusion que les frais devraient venir pour les passes journalières à payer à travers de l'horodateur de 10 $ par journée à 25 $. Et aussi la passe, la vignette de saison aux résidents de passer d'un 5 $ à vie à un frais annuel de 25 $. Et aussi le non-résident de venir de 100 $ à 125 $. Et aussi, on a regardé les autres frais et services qu'on offrait de ce côté-là. Et les frais de overnight docking, excusez pour le terme anglais, de 15 $ à 35 $ la nuit. Si je peux, M. Cardarelli, juste une correction, vous avez parlé de 100 à 125, c'est de 100 à 225. Excusez, oui, exactement. Okay. 225 $, désolé. Très bien. OK. Est-ce que vous avez des questions pour M. Cardarelli? Oui, M. Paquette, allez-y. Merci, Mme la maire. Oui, je pense que vous avez apporté un très beau plan de frais. C'est comme j'ai expliqué dans le passé, je dirais que 40% de la municipalité, puis c'est juste parce que je veux rester dans un coin un peu neutre quand je dis 40%,
n'ont pas de bateau ou rien d'aquatique. Donc, c'est pas vraiment à eux de défrayer certains coûts pour ça. C'est pas comme un service qu'on a au complexe sportif où c'est ouvert pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir d'équipement spécial pour profiter du complexe sportif ou de la salle multifonctionnelle. Tout ce que ça prend, c'est une paire d'espadrilles, on peut aller marcher, on peut faire beaucoup de choses. On a même une bibliothèque pour des jeux qui est disponible pour les gens, pour ceux qui n'en ont pas, comme des pickleball, des raquettes, etc. Donc, une rampe de bateau, si on n'a pas de kayak, si on n'a pas de bateau, ben, on ne peut pas vraiment se servir de ça. Donc, je sais qu'en comité plénier, on ne peut prendre aucune décision. Mais par contre, je suis d'accord avec ce que vous présentez. Quand ce sera le temps de voter, mais, à moins que je trouve une faille en quelque part, là, mais pour le moment, là, au moment où on se parle, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci. Monsieur Lafayette, je pense que vous aviez votre main levée. Allez-y. Oui, merci, Mme Asselin. Bon matin, M. Caldarelli. Et merci pour votre rapport. J'ai bien apprécié la phrase que vous avez utilisée dans le historique. Vous mentionnez que les services de loisirs devraient effectuer une analyse comparative du marché des frais d'utilisation actuels afin de créer un plan de recouvrement des coûts pour les nouveaux quais. J'ai bien apprécié cette ligne-là. Je présume que M. Carlos, qui est en charge un peu des infrastructures, il va regarder les coûts de remplacement et l'amortisation pour que ça fasse partie des coûts que vous allez recouvrir. Je présume aussi que si on parle de recouvrir des coûts d'infrastructure comme les quais, on va sûrement créer des surplus et je présume que ces surplus-là vont être créés dans une réserve exprès pour le remplacement. C'est bien ça, M. Caldarelli? Oui, c'est exact, conseiller Lefebvre. Merci beaucoup, parce que c'est ça que j'apprécie beaucoup dans votre rapport, que vous regardez à remplacer, comme M. Paquet a mentionné, que ça devrait être recouvert à travers les frais d'utilisation. Merci encore. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions, M. Caldarelli? Sinon, j'en aurais peut-être juste deux. Je voulais tout simplement m'assurer que, admettons que le Conseil accepte ces nouveaux frais, est-ce qu'ils seront affichés à quelque part près de l'odorateur ou près des rampes de bateau ou quelque chose comme ça? Oui, Madame le maire, on a, excusez-moi, on a définitivement, on va avoir la communication qui vient avec si. Toutes nos enseignes n'affichent pas nécessairement des prix à cause des prix changent souvent. Fait que c'est plutôt quand tu vas pour mettre ton bateau à l'eau, il y a une grosse enseigne qui dit que si tu stationnes et tu utilises la rampe, tu dois payer, tu dois avoir une passe ou une vignette journalière ou saisonnière. On va aussi mettre ça sur les réseaux sociaux et aussi communiquer avec l'administration ou le service à la clientèle pour être capable de guider. Fait qu'on planifie avoir les vignettes. On a reçu les nouvelles vignettes pour cette année et ils vont être en vente si c'est approuvé à la prochaine réunion pour le 1er avril. Fait que ceci, ça va être la date où on va aller de l'avant pour cette vente-là. Merci. Est-ce que pour les frais d'amarrage, est-ce que les gens vont pouvoir se servir de leur rodateur aussi? Oui. Fait que le rodateur est au parc de la Confédération, comme vous le savez. Celui-là, c'est seulement pour les passes journalières et aussi pour les détenteurs de vignettes saisonnières. Fait que sur le rodateur, on a juste simplement un appel à faire pour changer les frais dans le système. OK. Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, essentiellement, si on n'a pas de questions, j'imagine qu'à la prochaine réunion, vous allez apporter une recommandation, M. Caldarelli? Oui, c'est exact. Alors, je vous remercie beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup. C'est très complet. Donc, Mme Lontin pourra s'assurer que ça soit à l'agenda pour la prochaine réunion. Je vous remercie beaucoup.
Alors, nous allons passer au point 6.2 qui est entraide mutuelle et automatique. Nous avons avec nous, chef des incendies, M. Normand Beauchamp. Ça fait plaisir de nous avoir avec vous et merci beaucoup pour la documentation que vous nous avez fait parvenir. Je pense qu'avec ça, ça va être important d'avoir vos commentaires et aussi vos explications. Comme on n'est pas des experts dans le domaine, on va être à votre écoute. Alors, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, Madame la maire. Merci, messieurs les conseillers. Vous savez tous qu'un schéma de couverture de risque, un Fire Master Plan a été élaboré et adopté l'an passé par le conseil municipal. Il y a environ 3-4 semaines, j'ai fait une présentation expliquant où est-ce que nous en étions dans l'implantation du schéma, qui va rondement. Par contre, on arrive à une étape où il y a des décisions qui doivent être prises, des décisions importantes. Et on parle d'optimisation de ressources existantes. OK? Et je pourrais vous raconter une expérience passée devenue une vingtaine d'années où j'ai déjà demandé un hélicoptère et mon patron m'a dit « Skies, it's not the limit ». Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on se doit d'optimiser nos ressources existantes pour les autres, pour offrir le service. Les ressources existantes, ça ne veut pas dire que c'est des ressources qu'on possède, nous. Donc, ma présentation que je vais vous faire est en fonction du schéma que vous avez adopté et qui a été élaboré l'an passé. L'année d'avant, mais adopté l'an passé. Donc, je vais partager mon écran. Je vais faire ma présentation. Je suis disponible en cours de route à toutes vos questions, vos interrogations. Je fasse ça comme ça, bougez pas. Donc, vous voyez tous ma présentation. Donc, on va parler d'entraide automatique, d'entraide mutuelle. Je vais expliquer en gros qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et après ça, vous allez voir où ce que je désire qu'on s'en aille. Donc, en décembre 2021, on a fait une analyse régionale, comme j'ai écrit dans le rapport il y a 3 semaines. Et une des constatations, ça c'est sans parler de l'action qu'on doit prendre dans le schéma, qui est d'optimiser, de partager les ressources. Donc, une constatation qu'on a faite, c'est qu'une pénurie de personnel partout, c'est pan-canadien. Et à titre d'exemple, je siège sur un comité pan-canadien au niveau du recrutement des pompiers et que ce soit à Grand Falls, Windsor, à Terre-Neuve, ou que ce soit en Saskatchewan ou dans le nord du Québec ou dans le sud de l'Ontario, on est pris avec la même situation. Il y a une pénurie de personnel. Et cette situation-là se traduit dans toutes les sphères d'activité. Donc, une des principales problématiques qu'on a en incendie, c'est d'avoir du personnel 2 jours sur semaine. Les gens travaillent. Donc, les lieux de travail, ce n'est pas nécessairement en ville. Donc, c'est difficile d'avoir des gens 2 jours sur semaine. Il faut prendre en considération aussi qu'il y a une nouvelle génération de travailleurs. Donc, c'est plus comme dans mon temps, même si je ne suis pas vieux, où on m'appelait à 6h15 pour rentrer à 6h un vendredi soir, puis je disais, j'arrive. On n'est plus là. On est ailleurs. Et il y a aussi, on a une problématique afin d'obtenir des ressources supplémentaires lors d'interventions majeures. Là, quand on a un gros incendie, on va chercher les ressources où et on va en avoir pour combien de temps? Oui, c'est possible, mais il faut se préparer au préalable. Donc, un élément qui est super important dans tout ce que je vais vous dire, c'est un élément qui est très important, qui est repris partout au Canada. Okay? Qui est la norme du Bureau des assurances du Canada, qu'on parle du taux de réponse des pompiers. Taux de réponse de pompiers volontaires sans structure de garde externe, qui est un concept différent, mais des pompiers volontaires, tout court, ça a un taux de réponse de 33 %. Donc, il faut en appeler 3 pour avoir une certitude qu'on va en avoir au moins un qui va répondre. Juste ça, ça crée une certaine ambiguïté. OK? Et on n'est pas différent d'un service du sud de l'Ontario. On n'est pas différent d'un service de l'Alberta. C'est partout pareil. C'est une norme et c'est une norme qui a été reprise dans d'autres juridictions à titre de réglementation.
Donc, selon le Bureau du commissaire aux incendies de la province, tout dépendant des types de risques, mais si on regarde des types de risques, un bâtiment, donc un feu de bâtiment, on appelle ça un risque, ça prend entre 13 à 43 pompiers. Ça, je mets la référence au niveau de la ligne directrice du bureau du commissaire, entre 13 à 43 pompiers. OK? Je ne dis pas qu'on a besoin de 43 tout le temps, vraiment pas, mais je dirais la plupart du temps, c'est entre 13 à 18 environ qu'on a besoin sur un feu de bâtiment de risque faible parce qu'il y a différentes tâches à faire. OK? Oups. Donc, chez nous, ici à Hawkesbury, on a actuellement, je vous dis en date du 10 avril, parce qu'on est actuellement en recrutement, on va avoir un effectif total de 24 pompiers, qui est composé comme suit. Il y a 6 employés à temps plein, on a 18 volontaires, et la norme du 33 %, donc ça nous donne un taux de réponse d'environ 8,25, 8 pompiers, 8,25, et le pompier en devoir. Donc, on se ramasse en moyenne 9,25 pompiers par type d'appel, mais c'est une moyenne. Des fois, on en a 12, des fois, on en a 13, des fois, on a 6. Mais c'est plus rare, ça. Mais on est toujours à cheval. Notre taux de réponse, c'est un taux de réponse actuellement qui est acceptable provincialement, mais qui ne rencontre pas les normes, les normes pour les feux de bâtiment. Les feux de bâtiment, à titre d'exemple, c'est en moyenne 5 % de notre volume d'appel. Ça, c'est le nombre de feux de bâtiment qu'on a en moyenne. Donc, l'analyse qu'on a fait chez nous, ça démontre, pour un feu de bâtiment, on a en moyenne 13 pompiers. OK? Puis là, vous dites, ouais, mais tu parles de 9,25 versus 13, quelle est la différence? Bien, c'est parce que lorsqu'il y a un incendie de bâtiment, on a des pompiers qui vont faire davantage, je ne veux pas dire d'efforts, mais ils vont se libérer de leur emploi parce qu'il y a une nécessité absolue de répondre. C'est ce qui fait la différence, OK? Là, j'amène un petit peu dans les coûts. Combien ça coûte un pompier volontaire? OK? Nos coûts sont un peu différents d'ailleurs. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, s'il vous plaît. Oui. La slide précédente. Oui. C'était juste une minute, là. Oui, le nombre de pompiers? Oui, non. Oui, le nombre de pompiers, je croyais qu'il était à 5 selon la convention collective, mais peut-être que ça a changé puis je ne me souviens pas. Mais ma question n'est pas là. Ma question, c'est 18 pompiers volontaires en date du 10 avril 2022. Tu penses qu'il y en a qui s'en viennent d'ici là ou oui. c'est. Ah, OK. Merci. Oui, exactement. Oui, exactement. Oui, on est actuellement en recrutement. On a fait des épreuves pratiques ce dimanche et les entrevues de sélection vont être le 1er avril. Et on a d'excellentes candidatures. Donc c'est pour ça. Parfait. Merci de l'explication. Il n'y a pas de problème. Je vais partager mon écran. OK. Donc, si on parle de coûts un peu, les coûts. Combien ça coûte un pompier? Un pompier, chez nous, ça coûte environ 10 000 $ par année. Là, je n'inclus pas les coûts de supervision ni les coûts de gestion. Je ne les inclus pas, je les extrais du total. Donc, on a des coûts en formation, on a le salaire en intervention, on a les achats d'équipements de protection individuelle, le salaire en entraînement et les frais de formation. Bien qu'on est subventionné par la province pour les frais de formation, il y a certains cours qu'on se doit d'assumer des coûts. Ce n'est pas la totalité des cours qui sont subventionnés, mais la grande partie. Donc, c'est à peu près 10 000 $ par année que ça nous coûte, un pompier volontaire qui inclut son salaire. Donc, deux questions. Devons-nous embaucher davantage de pompiers volontaires pour avoir un minimum sur les lieux d'incendie? Donc, la question que je pose, c'est pour 15 incendies de bâtiment, 15, est-ce que je dois avoir une équipe de 40 quelques pompiers pour 15 incendies et que lors d'appel, lors de pratique, lors de formation, on doit assumer des coûts supplémentaires? Et qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'incendie majeur? Donc, il y a des options. On a des options. C'est ce qu'on appelle l'optimisation. Donc, il y a deux types. Dans le cas des incendies majeurs, on fait partie et on peut conclure davantage des ententes d'entraide mutuelle. Actuellement, il y a un plan d'entraide mutuelle provincial qui est... Les villes ont l'option d'y participer ou pas.
avec ou sans coût, il n'y a rien de défini à l'intérieur de ça. Okay? Et il y a le bureau du commissaire privilégie le volet entraide automatique. Donc, c'est une certitude d'avoir du support lors d'appels spécifiques. OK? Donc, j'explique un peu c'est quoi deux types d'entraide. Qu'est-ce que l'entraide automatique? Bon, ben, c'est de fournir, recevoir du support en cas d'urgence majeure dans les limites municipales. OK? C'est un système qui est activé une fois sur les lieux, qui est activé lorsqu'on se rend compte, une fois qu'on est sur les lieux et qu'on se rend compte que nos ressources, on n'a plus de ressources à l'interne. Donc, autrement dit, tu arrives au feu, les ressources sont engagées à plein, au maximum. Là, tu dis, là, ça va nous prendre du support. Là, tu actives le plan d'entraide mutuelle et là, tu reçois des ressources. Donc, tu appelles les ressources disponibles. Des fois, les ressources ne sont pas disponibles. Tu appelles les ressources disponibles et tu envoies ce que tu as besoin. Okay? Mais pour ça, idéalement, ça prend des ententes. On a un plan d'entraide qui encadre tout ça, mais c'est important d'avoir des ententes directes avec des voisins. Okay? Au niveau des entraides mutuelles, certaines ont des coûts, certaines n'en ont pas. Et c'est sans égard aux frontières géographiques. Ça, c'est important. Des vérifications ont été faites. Actuellement, on a une entente d'entraide mutuelle avec la ville de La Chute pour une ressource précise qui est dans une autre province, mais c'est carrément sans égard aux frontières géographiques. Je ne me verrais pas appeler, si je veux une autre échelle aérienne, appeler une ville à 80 km ou à 60 km quand j'en ai une à 20 km. Je ne me verrais pas faire ça. Ce n'est pas optimiser le niveau de service à nos citoyens. Est-ce que ça serait bénéfique pour la ville d'Hawkesbury d'avoir des ententes d'entraide mutuelle? Je crois fortement, oui. On aurait accès à des ressources supplémentaires. Ça nous permet d'opérer durant de longues périodes de temps. Le dernier feu, le feu sur la rue Maine, le 6 décembre, on était là 75 heures. Dans l'intérieur du 75 heures, je vous dirais que les 28 premières heures, 30 premières heures, on en est venu à bout de ressources, de nos ressources. Ça a nécessité le support de d'autres ressources. Les coûts, c'est très abordable. On paye seulement lorsque l'entraide est activée. On paye le salaire. Ce qui veut dire qu'on ne paye pas de formation, pas de gestion. On paye strictement le salaire des ressources qu'ils nous ont envoyées. Et si on est capable d'offrir le même type de niveau de service, on ne paie pas pour les véhicules. À titre d'exemple, si on va à La Chute, on ne leur charge pas pour l'échelle aérienne parce que quand ils vont venir chez nous, ils ne nous chargeront pas pour l'échelle aérienne. Okay? La ville de Brandsburg, actuellement, on n'a pas d'entente d'entraide mutuelle avec eux. Lorsqu'ils sont venus le 6 décembre, parce que la ville de La Chute, la Rochelle était non disponible, elle était brisée, bien, ils ne nous ont pas chargé le coût de l'échelle aérienne et on a requis leur échelle pendant 18 heures. 18 heures à 1 500 $ de l'heure, faites le calcul, ça a arrêté quasiment 30 000 $. Ils ne nous l'ont pas chargé parce qu'ils veulent conclure une entente pour une deuxième échelle aérienne avec nous, une troisième, parce qu'ils ont La Chute à côté. Donc, c'est du donnant-donnant dans bien des cas. Et ça permet à la ville aussi d'offrir de l'entraide en couvrant ses propres coûts. Donc, on va ailleurs, on envoie une facture, ça couvre nos coûts. Là, si je parle d'entraide automatique, qu'est-ce que c'est ça? C'est une méthode qui est utilisée afin d'obtenir des ressources nécessaires pour obtenir une force de frappe adéquate. C'est quoi, ça, une force de frappe adéquate? C'est ce qu'on a besoin quand on arrive. Pas une fois qu'on est ces lieux et que toutes nos ressources sont engagées. C'est si on a un feu de bâtiment dans un risque très élevé, bon, ben, qui qu'on appelle qui va venir en même temps? C'est ça. C'est utiliser les ressources environnantes. C'est ça, encore une fois, c'est sans égard aux frontières géographiques et c'est reconnu par le Bureau du commissaire aux incendies. Les gros services d'incendie utilisent ce modèle-là de façon à tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'une seule caserne puisse répondre à la totalité de leurs appels dans leur secteur. Donc, ils requièrent d'autres casernes qui répondent dès l'appel initial. C'est un système qui fonctionne. Donc, comment ça marche?
bon, ben, c'est la mobilisation du service d'incendie le plus rapide. Pour faire ça, on analyse le temps de réponse total, qui veut dire quand l'appel rentre jusqu'à temps que le véhicule arrive sur les lieux, c'est le plus vite, OK? C'est comme ça que l'analyse se fait. Dans certains cas, ça va être un service d'incendie qui va être un peu plus loin, mais parce que leur réponse est un peu plus vite, le temps de réponse est plus vite, pas juste sur la route, mais en mobilisation, donc avoir les pompiers arriver à la caserne, bien, ça peut être celle-là qu'on peut requérir. C'est en mobilisant sans délai les ressources appropriées, donc pas besoin de, je ne sais pas, moi, on a un incendie à l'hôpital, et l'hôpital, c'est un risque très élevé en passant, c'est un risque particulier. Donc, un fait à l'hôpital, idéalement, dès l'appel initial, on devrait mobiliser au minimum une deuxième échelle aérienne, minimalement, un risque très élevé. Donc, dès l'appel, feu de bâtiment à l'hôpital, il y a une deuxième qui devrait s'en venir. On n'attend pas d'être rendu ces lieux et dire « Ah, là, on est dans un chenoute. » Non, c'est en prévision de. Quel type de ressources qu'on peut requérir ou qu'on peut offrir? Véhicules d'intervention, des équipements, ça peut être respiratoire, de l'air et des ressources humaines. Quel service devrait faire partie de notre réseau d'entraide automatique? Bon, ben, nos services environnants, et parce que l'objectif, c'est d'assembler les ressources adéquates lors d'un incendie. Donc, ça, ici, c'est notre région. Notre région est composée principalement des deux côtés de la rivière. J'ai rajouté Rigaud, parce que Rigaud a une échelle aérienne. Est-ce qu'on va requérir Rigaud? Je ne le sais pas. Est-ce qu'en entraide mutuelle, ça serait bon d'avoir Rigaud? Je vous dirais que oui, parce qu'au dernier feu, à un moment donné, on se questionnait qui est-ce qu'on appelle pour l'addition de ressources. Là, on se questionnait c'est qui. On n'avait pas d'entraide avec Rigaud, fait qu'on ne les a pas appelés. OK? Et actuellement, on a des offres. On a 3 municipalités qui nous ont demandé de les supporter en entraide automatique. On a le village de Grenville. On a la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. On a Saint-André d'Argenteuil. Là, ici, j'ai mis première alarme, deuxième alarme, première alarme, troisième alarme. Un feu de bâtiment à Grenville-Village, c'est plus vite, nous appeler avec une équipe de pompiers. On n'envoie pas tout le service, une seule équipe de pompiers, dès l'appel initial, qu'appeler une ville à 25 km. Saint-André d'Argenteuil, eux, nous ont demandé, si on a une troisième alarme, ça veut dire qu'on a déjà demandé du support, mais là, on a besoin de plus de ressources. Est-ce qu'on peut vous requérir? C'est ça, une troisième alarme. Donc, c'est les requêtes qu'on a eues de ces municipalités-là. OK. Qu'est-ce que nous, on peut offrir à ces municipalités-là? C'est pas très compliqué. On peut offrir une autopompe avec 5 pompiers parce que c'est ce qu'on a de disponible à offrir. On a fait de l'analyse. On pourrait offrir l'échelle avec 5 pompiers. On pourrait, dans certains cas, les incendies majeurs, offrir quelqu'un qui peut agir en tant que support à l'officier commandant, agir en tant qu'officier en alimentation en eau, officier de secteur, assistant commandant, officier santé et sécurité au travail. Donc, c'est des ressources qu'on serait en mesure d'offrir. Ça veut dire qu'aussi, on peut les requérir si nécessaire. Parce que si je fais l'exemple du feu sur la rue Maine, je vous le dis, là, je manquais d'officiers de secteur, okay, de personnes responsables pour gérer des secteurs d'intervention. Ça devient, il faut vraiment travailler fort dans ce cas-là. Là, OK? Et j'ai fait l'analyse. Oh, il y a une petite erreur ici là, dans l'image n'est pas trop belle. Là. Qu'est-ce qu'on requérera? Quel serait notre besoin en entraide automatique? Nous, on a fait une analyse des dernières années au niveau du volume d'appels. Grenville-Village, on les appellerait 10 fois. Grenville-sur-la-Rouge, 2 fois. Champlain, la caserne de Lornial, 6 fois. Hawkesbury-Est, 5 fois. La Chute et Brandsburg, environ 1 fois. OK? Principalement, l'utilisation de l'échelle aérienne. Donc, les avantages de ça, on optimise les ressources disponibles dans la région pour la protection incendie. On a une assurance, ça c'est important, on a une assurance d'obtenir des ressources lors de l'appel initial. L'autre point qui n'est pas négligé, ça crée une augmentation de l'engagement, de la motivation de nos pompiers.
Et ça améliore le niveau de sécurité incendie pour les municipalités participatives, dû à la certitude d'avoir un minimum de ressources qui répond sur l'appel. On parle des incendies de bâtiment, on ne parle pas pour un feu de véhicule là, au milieu de la chaussée, là, ni pour une alarme incendie, on parle pour les incendies de bâtiment. Donc, les désavantages, ça requiert la participation d'agences externes, donc d'autres services d'incendie, et ça crée une impression de réduction de l'autonomie du service d'incendie local. Donc, on n'est plus capable de tout faire tout seul. Mais quand on regarde l'échelle de coûts pour 15 appels par année, est-ce qu'on peut optimiser les ressources disponibles? Ça crée ça facilite le fonctionnement. Donc ici, j'ai fait l'analyse des coûts. Okay? Ça nous coûterait environ, nous autres, 17 000 $. Par contre, on a une entente avec Firemark, une entente qui a été adoptée en 2016 et qu'on est dans le processus pour récupérer des coûts actuellement. Donc, on serait capable de recouvrir, je ne suis pas capable de dire quel pourcentage, mais je sais que c'est la majorité de nos coûts d'entraide automatiques et ou mutuels qu'on pourrait recouvrir plutôt. Au niveau des revenus, si on va ailleurs, ça va générer des revenus. Grenville Village nous ont confirmé le nombre d'appels qui auraient besoin de nous. Ça nous procurerait des revenus environ de 15 000 $ par année. Je suis disponible pour les questions. Allez-y. Oui, c'est très bien, merci. C'est une belle présentation. La seule question que je me pose, puis vous allez dire c'est négatif peut-être, mais des fois du négatif, ça peut apporter du positif. Supposons que Hawkesbury est parti à la chute avec le camion échelle, avec 5 pompiers. Entre-temps, gros appel, je ne sais pas, là, je ne vais pas vraiment nommer de nom, mais dans une résidence de personnes âgées à Hawkesbury. Y a-t-il un plan B? Oui, on peut mettre un plan B en fonction. C'est pour ça qu'on peut parler on parlait de la ville de Rigaud, qui est la plus proche, qui pourrait venir fournir un support. OK, merci. OK. J'avais entendu Rigaud, mais je ne savais pas qu'il serait utilisé dans ce concept-là. Oui, exactement. OK, merci. Les concepts en incendie, c'est un peu comme le déplacement des ressources aussi, là, dans des cas très, très spécifiques. OK, merci beaucoup. Oui, M. Campbell. Allez-y. Oui, je pensais qu'il y avait une entente déjà avec d'autres municipalités pour ça, là. Il n'y a pas? On n'a pas d'entente de signer. On fonctionne sur le plan d'entente d'entraide mutuelle pour les entraides mutuelles, mais on n'a aucune garantie d'obtenir des ressources. OK. Puis Rigaud, avec Rigaud, c'est aussi proche que la chute là, pour nous autres. Là. Ça fait que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir une entente avec Rigaud avec. J'aime bien votre plan. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a, Monsieur Lefebvre, si vous avez des questions, je cède la parole. Oui, merci. Et merci, M. Beauchamp, pour votre rapport. Je suis un peu au courant de ce qui se passe dans ce domaine-là, vu que mon expérience à Champlain. Mais vous avez fait un commentaire peut-être, et je veux juste éclaircir quelque chose, parce que dans l'aide mutuelle, est-ce que vous avez mentionné que seulement les salaires sont chargés ou en réalité, ils ne sont pas chargés du tout? C'est juste ça que je voulais éclaircir parce que j'étais sur l'impression, avec l'aide mutuelle, quand c'est activé, il n'y avait pas aucune facture qui s'était présentée à la municipalité de la part de l'autre. Alors, peut-être que vous avez fait un commentaire là-dessus que seulement les salaires y sont. Quand ça vient à Automatic Aid, mais ça, c'est bien entendu, c'est même permis dans la loi sur la prévention de feu, Fire Protection and Prevention Act, comme on dit. Alors, je me sers du terme en anglais, je suis accoutumé à celui-là. Puis, ça fait longtemps, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment encouragé par le ministère comme tel. Mais si vous pouvez juste clarifier ma première question, si c'est apprécié, M. Beauchamp. Il n'y a pas de problème. Au niveau des coûts, au niveau de l'entraide mutuelle, certaines municipalités se facturent. Ce n'est pas prescrit que ça doit être gratuit. Le bureau du commissaire
recommande que ce soit un échange de services, mais ça ne peut, c'est pas une obligation, ça ne fait pas partie de la réglementation que ça doit être gratuit. Okay, il y a des municipalités en Ontario qui se chargent, mais les coûts doivent être prédéfinis au préalable. Et les coûts, généralement, qui sont chargés, c'est 510$ de l'heure, un véhicule avec 4 pompiers. Okay. J'ai juste l'impression que pour faire partie de l'aide mutuelle, surtout dans Prescott et Russell, qu'une des conditions, c'était qu'il n'y avait pas de frais chargés entre municipalités. J'ai été au courant qu'une municipalité environnante qui le désire nous charger. OK, merci. Est-ce que nous avons d'autres personnes qui ont des questions? Monsieur Chamaillard, oui, allez-y. C'est pas une question, mais je dois te féliciter, Normand, parce que c'était facile à comprendre, puis bien placé vis-à-vis de nous autres. Merci. Merci bien. Monsieur Beaulieu, tout simplement, vous posez la question, ou peut-être c'est un constat. Donc, essentiellement, vos ententes mutuelles vont se retrouver un petit peu différentes dépendamment des municipalités et de leurs ressources. Est-ce que c'est comme ça? Oui? Oui, exactement. Et puis, est-ce que les municipalités du Québec, est-ce qu'ils ont aussi la similarité de l'entraide automatique comme en Ontario? La même chose? Au Québec, je dois avouer, c'est beaucoup plus développé qu'en Ontario, l'entraide automatique. Ça fait partie des mœurs en incendie. Ah, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Beauchamp? Alors, je dois vous féliciter. C'était clair, net et précis. J'ai apprécié aussi les commentaires de surplus que vous avez apportés. Ça nous rassure, c'est certain, quand on est capable d'assimiler les connaissances. C'est sûr qu'on n'a pas toute l'expertise, mais par contre, c'était quand même très clair. Et j'imagine que votre prochaine étape, est-ce que c'est de rencontrer toutes ces municipalités-là pour définir des ententes? Est-ce que c'est ça votre prochaine étape? On a déjà des pourparlers avec les municipalités adjacentes. On est en attente de la présentation d'aujourd'hui. On était déjà en pourparlers. Honnêtement, les municipalités adjacentes attendent seulement notre go pour qu'on présente des ententes à nos conseils municipaux respectifs. OK. Alors, essentiellement, est-ce que vous pensiez de présenter cette présentation-là à la prochaine réunion pour être adoptée ou quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous avez besoin de nous? Moi, j'ai besoin je vais faire une recommandation pour la conclusion d'entente et j'aimerais vous présenter des ententes à la prochaine réunion. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, on pourra à ce moment-là faire la lecture de votre recommandation et des ententes. J'imagine de l'avoir des ententes types. Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Nous sommes donc à l'item 6.3, qui est le retour en présentiel des réunions du Conseil. Alors, je vais laisser la parole à Mme Dussault, qui pourrait nous parler essentiellement de nos capacités et nos options. Alors, je vous cède la parole, Mme Dussault. Oui, bonjour. Donc, à travers la pandémie, on a souvent discuté quand est-ce qu'on va revenir en présentiel. Maintenant que plusieurs des mesures sont enlevées, je crois bon qu'on en discute pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que sont vos attentes. Parce que le retour en présentiel, sans investissement majeur dans la salle de conseil, a quelques désagréments qu'on voudrait vous discuter avec vous si on désire continuer l'aspect télétravail, live, présentation de personnes de l'externe. Donc, c'est sûr, si on revient en présence comme c'était avant la pandémie et qu'on n'enregistre plus, donc il n'y a aucun problème, on peut revenir.
Cependant, qu'est-ce qu'on a remarqué en parlant avec d'autres municipalités? Les gens apprécient pouvoir suivre à distance, apprécient les lives, apprécient pouvoir le regarder quand ils le peuvent, donc sur la chaîne YouTube. C'est des choses qu'il y a eu un avantage avec la pandémie quand on s'est adapté. Maintenant, Yvan Ruel, qui est notre coordonnateur communication, il est dans la salle de conseil, qui pourrait vous montrer qu'est-ce que ça aurait de l'air si vous reveniez en présentiel, et puis avec une diffusion à l'externe. Donc... Bonjour, merci Madame Dussault. Je ne sais pas si vous m'entendez bien présentement, avec probablement un peu d'écho. C'est une des contraintes qu'il y a dans la salle. C'est une salle en béton, c'est une salle qui a du verre en haut, qui n'a pas nécessairement été conçue au départ pour ça. On utilise les moyens du bar et on a fait l'acquisition d'un petit module qui permet de, si je vous switch de caméra, regardez bien, juste un instant, je vous parle en ce moment des microphones de la salle du conseil qui sont branchés maintenant. Toute la console de son est branchée directement dans l'ordinateur et ceci peut être retransmis via Teams. L'idée va être de créer 2 rencontres avec Teams. Une qui va, si on a des invités externes qui vont pouvoir être diffusés dans une réunion Teams normale, un peu comme ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Et l'autre qui va être celle-ci, qui, elle, sera par la suite téléchargée et enregistrée en premier lieu et téléchargée après sur notre chaîne YouTube pour que les gens puissent voir exactement ce qui s'est passé, voir et entendre exactement ce qui s'est passé lors de la rencontre. Donc, ça fait un petit peu un parallèle au procès-verbal parce que les gens vont avoir accès au visuel comme ça de la réunion. Pour l'instant, c'est ça. Donc, si je peux rajouter pour bien expliquer au conseil la problématique. Un team live a environ 2 secondes de lag avec une présentation réelle. Donc, on ne peut pas utiliser vos ordinateurs, vos caméras qui sont sur les bureaux parce que le son part en boucle. Et il y a de l'écho tout le temps. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée pour, si vous vous rappelez, c'est la 2e fois que je présente le sujet. C'est la solution qu'on a trouvée pour qu'une personne puisse voir la réunion sans se déplacer et puisse entendre, malgré qu'on doit faire un compromis sur la qualité, parce que, comme vous voyez, c'est à une plus grande distance. Il va avoir des habitudes si je peux me permettre, des habitudes de faisabilité dans la salle. Il va falloir maintenir le microphone non utilisé fermé pour ce faire et ouvrir seulement qu'au moment de prendre la parole, soit pour la table de présentation ou sur la table de Madame le maire et de vous, les conseillers. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Paquet, ensuite M. Beau. Oui, vous avez entièrement raison. La salle du conseil, écoutez, c'était bâti des années 60, je crois. Il y a des choses qu'on peut faire pour empêcher un peu l'écho, comme on a fait dans la salle multifonctionnelle. Je crois qu'il y en a dans la salle du conseil déjà, ce qu'ils appellent comme des genres de pads vissés au mur. Peut-être qu'en rajoutant quelques-uns, ça pourrait peut-être améliorer la situation, je ne sais pas. Je ne connais pas les coûts non plus. Par contre, j'ai apporté ça fait déjà un bout de temps que je suis prêt à aller en présentiel. Je peux comprendre que ça va avoir des petits lags, mais écoutez, à un moment donné, il va falloir aller en présentiel tôt ou tard. Moi,
Le pire, c'est que l'important, ce serait que les réunions ordinaires soient en présentiel, ainsi que tout ce qui est dans les sujets comme Mme Claude-Denis, des changements de zonage, certaines choses, pour que le public soit présent. Ceux qui ont des objections à certains changements de zonage ou autres, soient capables de les s'exprimer en personne. Je pense que ça, c'est important. Pour le reste, les comités pléniers, les petits huis clos qu'on peut avoir ici et là, on peut continuer à les faire sur Teams. C'est légal, il n'y a rien d'illégal. Mais pour les réunions ordinaires et les réunions comme en ce qui concerne le bâtiment et les changements de zonage, je crois que ça devrait être fait en personne. C'est mon opinion. Merci. Je pense que M. Bogue avait quelque chose à ajouter. Oui, c'est certain qu'il faut qu'on continue YouTube, ça c'est garanti. C'est indispensable aujourd'hui, c'est la façon d'opérer. Mais le problème avec le microphone, comme c'est là, nos microphones sont fermés pendant qu'on ne parle pas. Puis quand on parle, on met notre microphone dessus. Alors, je ne comprends pas qu'on devrait être capable d'avoir une certaine discipline, de savoir que quand on parle, on met le microphone dessus, puis quand on ne parle pas, on le ferme. Autrement, je ne vois pas pourquoi que ça ne marchera pas. Parfait, oui, vas-y. Oui, je m'excuse. Peut-être que je peux expliquer le commentaire de Yvan. On le fait déjà, vous avez totalement raison, mais c'est le lag entre le team réel et la personne qui parle. Donc, malgré que vous fermez votre téléphone, le fait que notre voix rentre dans Team et je ne suis pas une personne technique, comme vous pouvez bien voir. Le fait que notre voix, sauf que le temps que le système génère le team, là, il y a une boucle. Et on a fait des tests ici. C'est qu'est-ce qui, entre la vague que la dernière vague qu'on pensait de revenir, c'est qu'est-ce qui nous empêchait parce qu'on n'arrivait pas à enlever le son, l'écho qui n'arrêtait pas d'avoir. Cependant, je pense qu'on a trouvé une solution. Donc, M. Ruel, peut-être que vous avez un peu plus de facilité à l'expliquer. Oui, en fait, on voit ça souvent, exemple, si on regarde une émission traduite, les lèvres ne suivent pas. C'est un petit peu la même chose qui se passerait dans la salle ici. Les interlocuteurs parleraient, mais s'ils se voient dans la caméra, les lèvres ne suivent pas nécessairement. Puis là, plus que de micros d'ouvert, la salle est écho, il y a beaucoup de choses. Puis il y a un aspect aussi qu'on a oublié, c'est qu'il y a le système de ventilation qui passe dans la salle, qui est en on tout le temps, il y a un bruit de fond, il y a un hum tout le temps dans la salle. C'est pas une salle qui est, au point de vue visuel, on est capable de s'adapter. Au point de vue son, il y a des problématiques. Oui, il y a des panneaux gris qui sont installés ici. Il y a des panneaux acoustiques qui se font. Personnellement, j'ai étudié en acoustique. Donc, je pourrais peut-être apporter mon grain de sel là-dessus pour des modifications à moyen terme là-dessus. Il y a des choses qui pourraient être faites, mais pour l'instant, avec l'équipement qu'on a, les Comtés-Unis ont dépensé plusieurs milliers de dollars, voire quelques dizaines de milliers de dollars pour avoir un équipement professionnel là, de diffusion. Mais ils ont besoin de 2 à 3 personnes à chaque réunion. Et les réunions, ils les font aussi dans leurs heures d'ouverture qui sont le jour. Ça, c'est une autre problématique. Alors, une solution comme celle proposée aujourd'hui, c'est une solution simple qui permet aux personnes abonnées sur notre chaîne YouTube de voir le visuel et de savoir exactement comment la réunion s'est passée.
sans empiéter dans le budget de l'équipement technique et de l'équipement personnel et du personnel éventuellement pour les réunions qui seraient dignes d'une production, si on veut, de CNN ou quelque chose dans le genre. Madame Dussault, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, je m'excuse. 2 points. Au niveau du commentaire de M. Paquette, il faudrait que le règlement de procédure soit changé, ce qu'il est très possible de faire, pour permettre certaines réunions d'un format, certaines réunions d'un autre format, mais c'est très possible de le faire. Et puis, par rapport à la rénovation, effectivement, il faudrait rénover la salle du conseil. On a quelques idées, mais c'est un travail qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de plan, mais on a déjà commencé à discuter des rénovations qui devraient être faites pour améliorer que ce soit le son, le visuel ou mettre la salle de conseil à jour, tout simplement. Donc, on a déjà commencé ces discussions-là. J'aurais une question pour M. Ruel. Est-ce que ça serait possible pour nous, en tout cas pour moi, si je suis en présentiel, d'avoir des écouteurs? Oui, on a prévu, ça c'est une autre, on parle de changer d'habitude, ça fait partie des habitudes à changer. Si parallèlement la réunion se fait, l'idée c'est d'avoir 2 réunions, une qui enregistre tout le Teams normal. Si on a des invités externes, on pourrait les passer sur une 2e réunion Teams avec tous les intervenants, d'où le casque d'écoute qui devra être faire partie du changement là, d'habitude à l'intérieur ici de la table, de la salle du conseil. En l'occurrence, vous, les personnes qui parlez avec les 7 micros à la table. Là. Moi, ce que j'essayais la question essentiellement était plutôt à cause qu'on est plus élevé et qu'on est plus près du système de chauffage et d'air climatisé. Je me posais la question si c'est possible pour moi de porter des écouteurs comme je porte en ce moment pour toute la réunion. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais ce qui me dérange, c'est que je n'entends pas bien certaines personnes qui vont parler pendant la réunion. Oui, si la réunion, l'habitude qu'on avait, étant donné que les réunions n'étaient pas enregistrées, on n'avait pas nécessairement besoin de casque d'écoute. Mais je pense que votre suggestion est bonne, à savoir si on revient. Ça ajoute une petite coche au niveau de la difficulté, mais je ne vois pas comment qu'on ne pourrait pas le faire, Mme Asselin. Votre suggestion rentre là, dans le livret des suggestions, effectivement. Parce que, je vais vous donner un exemple. Ça ne me fait rien de porter des écouteurs sans que j'aie de micro, disons, après mes écouteurs, parce que je peux me servir du micro qui est sur le pupitre. La seule chose que je trouve, c'est qu'avec l'écho, les machines qui embarquent, vous savez, là, on est tous habitués avec ça, ça devient difficile de concentrer, puis même d'entendre ce que d'autres personnes disent. Alors, si c'était possible de pouvoir porter soit des écouteurs et je peux me servir du micro qu'il y a là. Donc, pour moi, ça serait l'idéal. Je veux dire, ceux qui ne veulent pas les porter, ça va, mais c'est juste que moi, je trouve que ça devient difficile à gérer là, entre le son, l'écho, les machines qui parlent, les personnes qui parlent. Donc, si c'est possible, d'avoir soit des écouteurs ou si on peut se servir même de ce genre d'écouteurs-là, j'aimerais bien que vous puissiez nous aider là-dessus. Oui, si je peux me permettre. On rentre un petit peu dans la catégorie de ce que Mme Dussault parlait tantôt. Si on crée une seconde rencontre Teams qui serait, pour exemple, les invités ou quelque chose, il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas. C'est ça qu'on a fait hier dans les tests, entre autres,
de brancher nos petits écouteurs Teams directement dans l'ordinateur. Puis ça, il n'y a pas de problème. Regardez, moi, j'utilise présentement le petit câble, là, un 8e qu'on appelle, là, directement branché dans mon ordinateur, puis c'est de cette façon que je vous entends. Par contre, si on n'a pas cette deuxième rencontre Teams et que vous voulez garder les écouteurs sur la tête, pour le moment, non, c'est pas prévu. Mais il y aurait juste simplement l'ajout d'une petite boîte, d'un petit mixeur, comme on dit, qui pourrait être faite pour la table du conseil, pour ceux qui veulent se brancher. C'est pas une grosse dépense, c'est pas quelque chose qui est hors prix pour ça. Ça ajoute juste une petite coche au niveau là, de le faire d'ici la prochaine réunion, mettons. OK. Donc, Mme Dussault a quelque chose à apporter, oui? Les écouteurs que M. Ruel faisait référence, c'est les écouteurs Team qu'on a commandés pour lorsqu'on a changé de système à Team. On en a commandé pour le conseil aussi. Vous en avez déjà. Donc, c'est ces écouteurs avec un micro. C'est le conseil a chacun son écouteur. OK, donc nous avons l'écouteur et le micro. Donc, juste pour ne pas intervenir, comment est-ce qu'on va fermer le micro à ce moment-là si on a un casque avec le micro? Peut-être que M. Ruel peut nous aider. Oui, regardez, présentement, moi, je vous parle directement du microphone qui est l'équivalent des microphones de la salle que vous avez en avant sur vos tables. Et mon micro qui est intégré dans le casque, il n'est pas utilisé en ce moment. Il ne sert très pas. bien, je comprends. OK. Mais par contre, en mode Teams, si on continue en mode Teams, là, on a pour la vraie... exemple, si on avait un invité venant d'ailleurs et qu'on fait la réunion Teams, je ne parle pas pour celle comme moi avec les démonstrations de ce matin. Là à ce moment-là, il faudrait utiliser le microphone ici, en plus du microphone de la table. Qui lui sert au finalement pour l'acoustique de la salle ainsi que pour l'enregistrement final de la réunion qui va s'en aller sur YouTube après. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Mme Dussault, allez-y. Donc, en conclusion, aujourd'hui, la présentation, c'est pour vous démontrer que vous êtes prêts à revenir en présentiel si vous le désirez. Vous pouvez décider de continuer comme en Teams seulement présentement ou de façon hybride ou selon la suggestion de M. Paquette, selon les types de réunions. La discussion, aujourd'hui, on l'a amené au comité plénier pour avoir cette discussion, puis en même temps avoir des dates. Et tester aussi en même temps. Oui, effectivement. OK. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, j'aime bien l'idée de M. Paquette qu'on a, comme vous avez mentionné, Mme Dussault, hybride, qu'on soit capable de peut-être faire les deux pour l'instant, puis ça va nous donner quand même une opportunité de l'évaluer et de travailler avec ça. En ce qui concerne les dates, retourner à la table du conseil, ça c'est sûrement quelque chose qu'on peut faire à partir de la réunion du mois d'avril, mais c'est quelque chose qu'on sûrement, si vous êtes bien entendu, complètement à l'aise et prêt, j'ai aucune objection de commencer au mois d'avril, mais je vais laisser l'opinion des autres aussi être mentionnée si c'est on va retourner immédiatement ou attendre encore un peu. Merci. Oui, M. Paquette, allez-y. Je pense que ça serait bon de faire ce que, écoute, c'est pas moi qui décide, on est un conseil, là, mais aller en présentiel, comme j'ai mentionné tantôt, puis vérifier les résultats de tout ça quand on sera tous là. Et puis si on voit qu'après 2 réunions ou 3 réunions, ça fonctionne comme vraiment pas bien, on a toujours le choix de revenir par team. Mais si on ne l'essaye pas, on ne verra jamais le résultat final. C'est correct que M. Ruel soit dans la salle du conseil, mais maintenant, il est seul dans la salle du conseil.
S'il y a des gens de l'extérieur, puis il y a des 7 membres du conseil à la table du conseil, puis je ne suis pas un expert en système de son, je suis encore bien moins un expert en audition nous aussi, mais peut-être qu'en ayant plus de gens, ça va peut-être, justement peut-être, moins d'écho dans la salle. Lorsqu'une salle est vide, c'est comme rentrer dans une chambre de maison. Lorsque c'est vide, c'est écho. Quand on met des meubles, c'est moins pire. J'ai peut-être pas raison, je ne sais pas. Oui. Je pensais le demander à M. Ruel, est-ce que vous croyez être en mesure que l'on puisse retourner en présentiel au mois de mars, selon vous? La prochaine rencontre, la réunion, c'est lundi prochain. Oui, je dirais. Non, pas lundi prochain. Ah, on parle, excusez-moi, en avril. Donc, avril, ça oui. serait la deuxième semaine du mois d'avril. Le 19 avril? C'est ça, je n'ai pas mon calendrier devant moi. Alors, c'est vraiment là, vous, là, est-ce que vous croyez par cette date-là d'être en mesure de recevoir comme tout le conseil, d'organiser tout le monde là, puis est-ce qu'on pourrait avoir des écouteurs pour nous? Alors, je vous laisse ça à vous, là, c'est vous qui êtes l'expert. Moi, je ne suis pas une experte dans ça du tout. C'est le 11 avril, la prochaine réunion. Oui, pour le 11 avril, Mme Ashley, je serais à l'aise à vous dire que ça pourrait ressembler à quelque chose qu'on est en train de faire présentement, là, puis ça nous donnerait le temps pour trouver les solutions là, au niveau des écouteurs, c'est-à-dire d'acheter le petit bidule là, que je vous parlais tantôt, pour être sûr que si on a des teams sur la table, c'est correct. Si on n'a pas de team, si vous voulez garder des écouteurs, ça va prendre un petit mixeur, mais ça, je peux très bien acheter ça localement, il n'y a pas de problème. Et ça peut être fait rapidement, puis c'est pas quelque chose de cher non plus. Donc, si tout le monde sont d'accord, nous allons faire un essai. Nous allons faire un essai le 11 avril en présentiel. Et puis, écoutez, si on a des difficultés, on pourra s'y mettre. Ou peut-être que Mme Dussault a une autre suggestion. Oui, Mme Dussault, allez-y. Juste pour ne pas mélanger, c'est bien le 19 avril. Ah, OK, c'est bien le 19. Excusez-moi. Donc, quand vous parlez du 19, est-ce que c'est pour le comité plénier? Oui? Excusez-moi, là, mais la prochaine réunion du conseil au mois d'avril, la réunion ordinaire est le 11 avril. Le plénier est le 19. Oui. Oui, mais on a des vacances parmi les employés, puis je crois que les personnes qui vont être le plus aptes, ça serait cette semaine-là n'est pas très bonne, fait que le 19, on vous recommande soit avant, soit après. Donc, le 19. Okay. Donc, essentiellement, nous serions de retour le 19 avril pour la réunion du comité plénier. Mais le plénier ne sera pas en présentiel. Là. Si on regarde ce que j'avais suggéré, c'est que les réunions plénières ne seraient pas en présentiel. Non, je comprends. Mais là, étant donné qu'il va y avoir du monde en vacances, peut-être, ça veut-tu dire qu'à toutes les fois qu'on va avoir une réunion ordinaire et qu'il y a quelqu'un en vacances, on ne pourra pas le faire? Non, c'est pas ça. C'est plus l'aspect de la première fois pour que les gens qui sont habituellement là puissent vraiment aider dans la situation ou se sentir confortable. Mais écoutez, si vous voulez, ça serait quand même une possibilité. On a du temps de se préparer, il n'y a aucun problème. Je pense pour mettre toutes les meilleures chances de notre côté pour la première. Donc, donc peut-être une réunion le 25. Le 25, c'est notre première réunion. Le 25, ce serait la deuxième réunion ordinaire. C'est bien ça, M. Paquet? Exact. OK. Donc, si on cible le 25 avril, qui est une réunion ordinaire, à ce moment-là, on serait de retour en présentiel. Ça va donner la chance aux gens impliqués de retourner de vacances. Ça va donner la chance à M. Ruel d'organiser ce qui a besoin d'être organisé. Est-ce que ça vous semble raisonnable? Moi, je suis à l'aise. Mme Dussault?
Oui, très bon point. J'ai encore une question. Est-ce que vous désirez qu'on change le règlement de procédure selon la recommandation ou la suggestion de M. Paquette? Bien, c'est parce qu'on ne peut pas prendre de décision en plénier. Donc, il faudrait que ça soit rajouté à la prochaine réunion du Conseil ordinaire qui est le 28 mars. Et j'en ferai la recommandation que les réunions importantes comme l'ordinaire et les changements de zonage soient en présentiel et que les restants qui sont pas moins importantes, mais qui sont, je n'ai pas le mot, là, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire, qu'on continue à les faire en réunion team à distance. Donc, j'en ferai la recommandation si Mme Lontin veut bien le rajouter à l'ordre du jour. Merci. Monsieur Lefebvre, allez-y. Oui, j'aimerais voir aussi des commentaires de Mme Lontin, surtout qu'elle est greffière et est responsable pour les procès verbaux et tout, et s'assurer que tout se fait bien. Alors, à vous des commentaires, Mme Lontin, selon la discussion qu'on a juste à avoir. Merci. Merci, M. Lefebvre. Oui, bien, selon la recommandation de M. Paquette, si vous êtes d'accord, M. Paquette, je vais préparer une recommandation justement pour le 28 mars, selon votre suggestion. Puis aussi, je vais faire un amendement à notre règlement de procédure qui peut être adopté à notre prochaine réunion le 28 mars, mais qui entrerait en vigueur à partir du le 25 avril, je crois qu'on a décidé. Puis, je pense, j'aime beaucoup ce que M. Ruel a fait là, avec la salle de conseil. Puis moi, je vois aucun problème. Je pense que ça va être un bon système. Ça va bien fonctionner, selon moi. Merci. Oui, M. Baud. J'aimerais savoir pourquoi on ne fera pas les committee as a whole. La raison, vous ne voulez pas que ça ait publié, je ne comprends pas la raison. Ils vont être publiés pareil, M. Baud. C'est juste qu'ils ne seront juste pas en présentiel. Ben, ça va être la même affaire. On ne sera pas présent. Mais là, si le conseil décide d'être présent, c'est correct. Moi, je vois pas que certains meetings ne sont pas importants puis que d'autres meetings sont importants. Je ne comprends pas l'histoire. C'est pas ça que j'ai dit. Ils sont tous importants les uns que les autres. C'est juste que les plus importants, c'est des réunions ordinaires et des changements de zonage ou ce que c'est que de la construction ou ces choses-là. C'est bien que ça que j'ai dit. Mais là, écoutez, moi, c'est juste une suggestion parce qu'on ne peut pas prendre de décision ici. On apportera la proposition au comité de réunion ordinaire fin du mois de mars. Puis ceux qui ont des amendements de la proposition, vous les apporterez, puis on votera dessus, puis le conseil décidera. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste une recommandation, une proposition que je fais. Je ne dis pas que les réunions sont moins importantes les unes que les autres. C'est pas ça que je dis pas en fait. Non. Non, ça va, M. Paquette, moi, je vous comprends très bien. Vous faites une proposition. Une chose que j'aimerais bien savoir, peut-être que M. Ruel peut nous éclairer sur ce sujet-là. Si par hasard, nous avons nos réunions en présentiel, est-ce qu'il est possible d'avoir certains chefs de service sur l'écran, par exemple, qui participent à la réunion, mais ils ne sont pas là en présentiel, mais ils sont à l'écran? C'est techniquement la raison de... c'est une bonne question. C'est techniquement la raison de garder l'idée d'avoir 2 rencontres Teams en même temps. Une qui sert pour les gens qui sont autant à la table ou autant dans la salle ici, mais qui sont, par exemple, un chef de service qui est à son bureau et qui ne peut pas venir pour une raison X, mais qui participe à la réunion via Teams. À ce moment-là, regardez, on voit l'écran ici et cette réunion-là pourrait se faire. C'est comme une réunion parallèle, si on veut, sur Teams qui regroupe tous les participants. Alors que l'autre, qui est celle suggérée, qui est une globale, c'est pour ça qu'il y a 2 webcams qui va servir à avoir toute la table du conseil ainsi que les autres participants et ou
s'il y a quelqu'un qui présente quelque chose sur l'écran géant. Alors, je fais un gros détour pour dire que oui, c'est possible, avec un petit peu de pratique aussi, puis avec les implications que ça a aussi au niveau du délai dans Teams. Qu'on vous parlait tantôt de 1 à 2 secondes, là, qui peut partir en loup. Il va falloir faire attention, peut-être baisser le niveau des haut-parleurs dans la salle du conseil pour éviter ça en ce moment-là, avec ce qu'on a comme structure présentement. Très bien. Monsieur Bogue avait quelque chose, ensuite Mme Dussault. Oui, Monsieur Bogue. Si les membres du conseil, ça donne que sont à l'extérieur pour un certain meeting, ce serait très commode de pas qu'ils ne sont pas au meeting à cause de ça, que c'est capable d'être en meeting quand même de où ils sont. Je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait dire, oui, il y a une certaine limite que, Guillaume, tu ne peux pas faire ça tous les meetings, mais une exception d'une fois ou 2 fois par année, que si tu étais à l'extérieur de la ville, que tu es capable de te rejoindre au meeting puis être dans le meeting. Je pense que ce serait quelque chose qui serait important à faire aussi. Merci. Est-ce que ça serait possible, M. Ruel, selon vous? Oui, on revient avec l'idée de toujours, ou du moins, lorsqu'on sait que tout le monde n'est pas à la table ici ou dans la salle ici, de programmer une deuxième réunion Teams qui, elle, serait qui ferait partie là, afin d'accommoder tout le monde, si on veut. C'est pas celle qui serait enregistrée, c'est pas celle qui serait rediffusée sur la chaîne YouTube, mais ça permettrait d'avoir des participants externes. Exactement. Alors là, ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que s'il y a un participant à l'écran, disons, un élu qui est un participant à l'écran, ça ne sera pas rediffusé sur la chaîne YouTube. Est-ce que c'est bien ça? Pas tout à fait. Le deuxième écran, la réunion principale qui est enregistrée, regarde, si on voit, exemple, ce qui se passe présentement, là, je vais le mettre en ligne, ça ne sera pas tellement long. Voilà, là, il y a ici une caméra qui est pointée directement vers le projecteur. À ce moment-là, la présentation est où, là, on ne l'a pas testé encore, la deuxième personne Teams pourrait être, la personne extérieure pourrait être sur cet écran-là, mais ça serait le genre de captation qu'on aurait pour le produit final, qui s'en irait. Mais au moins, ça permettrait à tout le monde d'être là, soit en présence ou venant d'ailleurs. En vous parlant en ce moment, disons que c'était un élu là, qui se retrouve sur l'écran. Ouais. Et puis tout à coup, un élu qui est à la table veut faire un commentaire. Est-ce que c'est une question qu'il faut déplacer la caméra ou ça prend quelqu'un qui va juste... Non, à ce moment-là, pour le produit final, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on reswitcherait ici caméra générale, qui, elle, prend toute la table au complet. Par contre, les participants à la seconde réunion Teams, eux, auraient la possibilité de se voir de plus proche, là, finalement, comme on fait en ce moment. OK. Bon, écoutez, on a tout ça à... Oui, M. Chamaillard. Juste une affaire que je voudrais rajouter. Est-ce qu'on a checké avec toutes les municipalités aux alentours de l'Est d'Ontario, voir qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Peut-être qu'eux autres, ils ont fait les tests. Peut-être que ce serait la meilleure affaire à faire. C'est de discuter avec les autres municipalités pour savoir qu'est-ce qui est leurs idées, puis l'implanter avec nous autres. Peut-être que c'est ça qui serait mieux. Au lieu de faire des essais, puis là, ben, on ne le sait pas. M. Ruel. On a eu de longues, c'est une bonne question, M. Chamaillard, on a eu de longues discussions avec particulièrement les Comtés unis, le département des techniques, là, des IT des Comtés unis.
Lors de la dernière réunion des personnes aux communications, on a sondé le terrain et on est à peu près la seule qui veut faire de l'hybride. Les autres, en date de 2 semaines, là, je parle. La dernière réunion a eu lieu il y a 2 semaines. Les autres municipalités n'ont pas encore adopté un retour en salle. Ils continuent pour le moment en mode Teams. Mais là, je vous parle en date de 2 semaines. Je pense que c'est Clarence Rockland qui a peut-être le mode hybride, mais je ne suis pas convaincu. L'autre aspect, c'est les comtés unis comme tels. Eux autres, qui ont un système très de haute qualité, si on veut. Mais avec les problématiques que ça inclut aussi, sont sujets à des changements technologiques, à des mises à jour constantes pour leur système. C'est un peu plus compliqué et aussi, Madame Massé, vous avez sûrement assisté à ces réunions-là. Ça nécessite des employés pour faire la réunion en même temps. C'est une problématique qu'on aurait ici avec des réunions en soirée, qu'eux autres n'ont pas, parce que les réunions ont lieu en heure normale de bureau. Alors, la réponse simple, c'est les autres villes, pour le moment, en date de 2 semaines, ne font pas d'hybride pour le moment. OK. Bon, écoutez, si vous êtes tous d'accord, nous allons retourner le 25 avril. Ça sera un essai. S'il y a des erreurs, bien, on les corrigera. On fera le mieux qu'on pourra. Et on pourra aussi s'adapter si on parle trop vite ou si on a besoin de ralentir, si on a besoin d'un petit signal de pause parce que vous avez besoin de faire des ajustements techniques. Au moins, on sera au courant que juste d'être un peu patient. Puis, écoutez, si on ne l'essaye pas, comme M. Paquette dit, si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Donc, est-ce que vous êtes convenant au moins que par le 25 avril, nous retournons en présentiel avec un mode plus ou moins hybride? Et puis, on verra à ce moment-là comment ça fonctionne. Madame Dussault, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Là, je remarque la salle de conseil, on va garder les plexiglas entre les personnes au 25 avril. C'est juste pour, puisque c'est un essai, puis juste parce que, oui, on sait que de moins en moins de mesures. Cependant, on ne le sait jamais. Pour l'instant, on va les garder. Comme ça, vous avez une certaine distance entre chacun. Très bien. Merci beaucoup, Madame Dussault. Alors, à ce moment-ci, nous allons... Oui, oui, M. Paquette, allez-y. Ça fait longtemps que je n'ai pas rentré vraiment dans la salle du conseil. La dernière fois que j'ai rentré, c'était pour faire un essai de la nouvelle caméra sur l'ordinateur qui est situé à mon endroit. Y a-t-il des plexiglas en avant de nous? OK, merci. Parce que ça aurait pu faire une différence dans le transport de la voix ou... OK, merci. Donc, nous allons laisser M. Ruel avec toutes ces complexités. Merci beaucoup, M. Ruel, pour nous avoir informés à ce sujet. Et inquiétez-vous pas, je tiens juste à vous rassurer que s'il y a des problématiques le 25, ne pas vous en faire, juste nous les signaler. Nous allons essayer de s'adapter à ce qui va se passer. J'aime bien entendre ça. C'est très apprécié. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'item 6.4 au sujet des subventions. Vous avez tous reçu du matériel de Mme Dussault et je vais passer la parole à Mme Dussault pour justement faire l'annonce des 2 subventions qui ont été acceptées et qu'est-ce qu'on s'attend à faire avec les subventions comme telles. Je vous laisse la parole, Mme Dussault. En fait, vous avez rajouté le sujet au plénier. Je pensais qu'il allait être mis au sujet de la régulière, mais si vous avez des questions par rapport à la subvention qu'on a reçue, je suis ouverte à vos questions.
nous avons reçu 2 nouvelles subventions dans le cadre de la modernisation, le Intake 3. Et puis, on avait présenté qu'est-ce qu'on allait appliquer pour. On est content d'avoir la réponse positive, que nous allons avoir de l'argent pour implanter le nouveau système de communication et une revue des services de réglementation. Si vous avez des questions, je suis disponible. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Oui, merci Mme Tissot, pour avoir complété les applications puis avoir eu le succès. Juste une question concernant la revue comme telle. Je sais que dans votre demande de subvention, vous avez adressé seulement des problématiques et des sujets que vous vouliez adresser. Pouvez-vous juste nous faire un bref résumé de qu'est-ce que vous avez peut-être identifié sans être trop élaboré trop sur la question? Donc, oui. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre en contexte? Pourquoi que ce service a été choisi pour une revue extérieure? C'est qu'il fallait respecter certains critères pour la subvention. Nous avons déjà appliqué pour une subvention pour l'implantation de quelque chose et maintenant, il y avait une autre possibilité de subvention qui était pour la revue d'un autre service ou la revue externe d'un service ou d'un potentiel dans le but de faire des économies de coûts pour la municipalité. Donc, c'est 2 critères très, très importants qui ont fait qu'en équipe, on a décidé quels sont les potentiels d'économies de coûts pour la municipalité de Hawkesbury. Parmi les revues qu'on est après faire présentement, c'est une revue des réglementations. Comme vous savez, on l'a mentionné à travers la dernière année, énormément de travail à faire sur nos bylaws. Certains sont absolument vieux. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est on se demande comment ils sont enforcés. Et donc, on doit faire la revue des règlements, comment ils sont enforcés. Il y a eu beaucoup de changements de personnel et on pose beaucoup de questions. Donc, avoir de l'aide extérieure va créer une meilleure efficacité. Autre que ça, on a encore beaucoup de papier pour les licences quand on voit alentour de nous, dans l'Est ontarien ou seulement en Ontario, énormément de modernisation puis de toute électronique. Donc, nous, quand on est papier, qu'on envoie une lettre, ça nous coûte, il y a des coûts à ça. Donc, c'était des coûts faciles à démontrer comment qu'on pourrait économiser ces coûts-là. Et puis, d'autres choses, on parle régulièrement de l'environnement. Environnement, si on décide de faire des règlements par rapport à l'environnement, il va falloir les implanter, ces règlements-là. Donc, nos officiers de règlement, les former et puis ajouter de nouveaux services ou des nouveaux règlements qui sont à jour avec les mêmes ressources. Ça, c'est aussi ne pas monter les coûts d'opération et puis offrir le niveau de service que le Conseil désire. OK, je comprends très bien. Parce que je vois ici que la date limite, c'est le 31 janvier 2023, puis vous avez vraiment un grand défi. Pensez sur qu'est-ce que vous voulez, parce que oui, il y a des règlements qui sont désuets, qui ne sont pas appliqués, qui sont encore comme des règlements en vigueur qui ne le sont pas. Mais j'aimerais ça aussi qu'on regarde la façon de l'application aussi. Exactement. On n'a pas attendu, on est très content d'avoir une revue extérieure, de l'aide extérieure parce que nos ressources sont limitées. Cependant, je peux juste vous assurer que présentement, nous sommes en discussion, en révision de certains des règlements. C'est un projet qu'on a déjà commencé à l'interne parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Il y a des règlements qui doivent être revus. D'ailleurs, il y a une cédule de règlements qui doivent être mise en place. Puis si on regarde sur le site de la ville, les règlements, ils ne sont pas tous là. Puis il y en a qui ne devaient même pas être là, personnellement. Totalement d'accord avec vous. Donc, il y a vraiment un ménage, comme vous avez mentionné, à être fait et ce serait juste bon pour tous les citoyens qui savent que c'est tout disponible. Ils peuvent le consulter quand ils le veulent. C'est bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Mme Dussault?
Madame Dussault, lorsque vous parlez de revues externes, est-ce que vous allez faire un appel d'offres pour obtenir une personne ressource pour aider dans la revue ou? À cause du coût, là, c'est le coût total, mais selon notre politique, c'est des soumissions. Donc, Okay. Présentement, on regarde les fournisseurs potentiels. Oui. Juste une petite question. Je sais que dans les subventions, c'était un petit peu étrange de voir comme c'était pas un chiffron. Je ne sais pas pourquoi que ça arrivait comme ça. Là. Des fois, c'est parce qu'ils ont des critères. Là. C'est un peu bizarre que ça arrive comme ça. Là. Ou je ne sais pas si c'est parce qu'on calcule les heures de salaire ou de bénéfices. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez même la réponse à ça. On le remplit à l'automne, mais effectivement, on doit calculer le nombre d'heures. Donc, simplement ça fait que ce n'est pas un chiffron. OK. Je remercie. J'ai fait des applications d'alignement, puis souvent, les templates du ministère sont déjà populés automatiquement quand vous rentrez des chiffres, alors vous ne pouvez pas les changer, les résultats, des fois. Exactement. Puis pour qu'est-ce qui est de l'implantation, c'est un pourcentage du montant. Donc, clairement, c'est pour ça qu'il n'y a pas le chiffron. Est-ce que vous pouvez peut-être nous glisser quelques mots sur le nouveau système téléphonique? Oui, avec plaisir. Donc, la ville de Hawkesbury, on a éliminé les téléphones physiques. Et puis, nous sommes rendus maintenant avec un système qui rentre sur nos ordinateurs. Et quand je dis sur nos ordinateurs, c'est sur nos cellulaires aussi. C'est à distance, donc la personne peut travailler de la maison et recevoir les appels comme si elle était au bureau. Ça fonctionne très, très bien. Il y a encore, comme toute nouvelle implantation, je n'ai jamais vu une implantation qui n'a absolument aucun commentaire, petit changement. On a fait un petit changement au niveau du menu, mais généralement parlant, on a des très, très bons commentaires. On fait une économie de coûts majeure. Et puis aussi, avec les nouveaux bureaux, les nouveaux employés, il y a certaines personnes, à cause de notre ancien système, il y avait juste pas de téléphone. Donc maintenant, tout le monde peut être rejoint. Tout le monde qui a un ordinateur peut être rejoint. Oui, Monsieur Bogue, est-ce que vous aviez la main levée ou non? Non? Alors, Monsieur Lefebvre à ce moment-ci. Ensuite, oui, Monsieur Paquette. Juste un commentaire, parce que il n'y a plus d'extension, bien entendu, il y avait à des postes, il n'y a plus de postes. Alors, on doit annoncer le nom de la personne, puis quand on essaie de joindre la personne, où le système nous dit, dis-le maintenant, quand tu dis maintenant et que tu l'annonces, le système continue à parler et il n'enregistre pas. Alors, on dirait qu'il y a un petit délai là, entre la période où c'est mentionné, annonce le nom, et quand on l'annonce, il continue à parler et on ne peut pas l'enregistrer. Alors, on se répète, puis des fois, ça va couper. Alors, je pense que c'est un petit... c'est peut-être des petites choses comme ça qu'on est après regarder. Des petites choses, oui, reconnaissance aussi, pour aider à la reconnaissance. Parfois, il y a certains noms qui sont moins bien reconnus. Une chose majeure, je pense qu'on pourrait annoncer à tous, c'est que lorsqu'une personne laisse un message, ça tombe dans une boîte où, vous savez, nos téléphones, nos messages vocaux rentrent dans un courriel. Donc, tout le monde peut avoir, bien pas tout le monde, mais tous les gens dans le groupe peuvent avoir accès au message. Et puis, ce message n'est pas enlevable. Donc, s'il y a un message, il va être dans la boîte vocale. Et puis, ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut retracer les appels des gens. Nous, on a un système pour dire oui, ce message a été traité. Et même chose, disons, le groupe, on vient de parler de réglementation, bien, ils sont 5 qui peuvent répondre au téléphone. Donc, c'est sûr, réglementation est un exemple parfait. Nos officiers ne sont pas tout le temps devant leur bureau, mais par exemple, ils sont plus d'une personne à répondre au téléphone, qui est un changement majeur. Monsieur Paquette, allez-y. Oui, personnellement, j'ai eu affaire avec le nouveau système pour parler à 2 personnes de l'Hôtel de Ville.
Et puis, contrairement à ce que M. Lefebvre dit, j'ai eu aucun problème pendant les 2 fois que j'ai utilisé le nouveau système. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu qui n'était pas corrigé au moment, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, j'ai eu aucun problème les 2 fois, m'en est servi. Et puis maintenant que c'est de même, j'ose espérer que le temps de réponse aux citoyens des départements va être amélioré. Écoutez, c'est sûr que c'est difficile pour moi de répondre, dans le sens qu'il y a plusieurs facteurs qui, normalement, c'est à l'intérieur de 48 heures, c'est la règle qu'on essaie d'implanter pour tous. Donc, au moins un retour d'appel pour dire que j'ai pris votre appel. Mais de répondre, et s'il y a trop de facteurs, je ne peux pas répondre à cette question-là. On essaie de répondre, on essaie qu'il y ait de moins de messages vocaux qui s'accumulent. Qu'est-ce que c'était une problématique qu'on a réglée avec le nouveau système. Puis là, ben là, il y a plusieurs personnes, peu importe l'aspect physique, qui peut prendre des messages. Ça l'aide aussi à la situation. Merci beaucoup, Mme Dussault, pour toutes les informations que vous avez apportées autour de ces 2 subventions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si nous avons, essentiellement, si nous n'avons pas de questions, nous sommes à l'item 7.1. C'est l'item qui est récurrent sur l'environnement, le recyclage et le compostage. Est-ce que vous aviez des questions à demander à Mme Dussault? Oui, M. Lefebvre. Oui, merci, Mme Astley. Juste un suivi, Mme Dussault, parce que M. Wilson, à une des réunions, il avait fait plus ou moins une mini-présentation, je peux dire, concernant Food Recycle, qui est un système de compostage à la maison comme ça. Puis, je pense qu'on avait demandé à M. Wilson de voir si la personne ou la ressource, la personne en question pouvait venir faire une présentation. Je me demandais s'il y avait eu une forme de suivi de tout ça de la part de M. Wilson. Je pense que présentement, il est à l'extérieur ou en vacances, mais je ne sais pas si vous avez un suivi là-dessus. Merci. Oui, là, j'ai un petit blanc de mémoire. C'était à la prochaine conseil ou à la prochaine plaidoyer? C'est le prochain conseil, hein? Oui. Donc, ils sont invités le 28. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, la prochaine item, c'est période de questions. Est-ce qu'il y a des questions, Mme Longtemps? Non. Alors, l'item 9, c'est huis clos. Nous n'avons pas de huis clos. Et nous sommes à l'item 10, qui est l'ajournement. Donc, pour ajourner la réunion, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Paquette et appuyé par M. Lefebvre. Tous en faveur? C'est adopté. Alors, je vous remercie et je remercie aussi tous les membres du service et ainsi que l'équipe technique qui est quand même très importante. Donc, passez une belle journée parce qu'on a du soleil, il faut en profiter. Donc, bonne journée à tous. Demain, c'est le retour de la pluie. Malheureusement. Ça, c'est ça. Alors, merci et bonne journée à tous. Oui, Mme Dussault, vous aviez quelque chose à rajouter? Non? Ça va? Alors, ça va. Merci beaucoup. Merci à tous et on se revoit. Et bonne journée à tous. Merci.